Actualité, les bourses du monde entier qui s'effondrent après les annonces de Donald Trump et le plongeon même s'accélère depuis ce week-end. Les experts parlent d'un séisme historique, c'est la panique sur les marchés. Moins 4,2 pour le CAC 40 actuellement. On est descendu jusqu'à moins 6,46 dans la matinée. Alors quelles conséquences pour notre... Eh bien, la réponse de l'Union européenne jusqu'à présent a été le silence, tandis que les marchés mondiaux s'effondrent pour le 3e jour consécutif. Depuis la journée de libération de Trump, l'indice américain S&P 500 a chuté de 13,7%, le stock 600 européen a perdu 12,7%, et l'Asie ne traverse pas ses meilleurs jours, l'indice SSE est en baisse de 7,5%. Et la raison, c'est évident. Le nouveau plan tarifaire de Trump d'une agressivité démentielle. Il a imposé une taxe douanière de 10% sur tous les biens entrant aux États-Unis, avec plus de pénalités supplémentaires pour les pays qu'il juge être des partenaires commerciaux injustes. Il appelle cela des taxes douanières réciproques, ciblant les nations avec lesquelles les États-Unis enregistrent un fort déficit commercial. Et bon, on va pas entrer dans le détail des calculs utilisés pour arriver à ces chiffres, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent. Mais on peut affirmer sans trop de risques qu'ils sont très approximatifs et pas vraiment fondés dans la réalité. Par exemple, les États-Unis prétendent que le Vietnam applique une taxe douanière de 90% sur les produits américains. Mais la réalité, c'est plutôt autour de 9,4%. Et les pays les plus durement touchés, on a le Vietnam, la Chine et le pauvre Cambodge. Mais alors, comment les pays ont-ils réagi ? Eh bien, les réponses sont très contrastées. La Chine, elle a riposté immédiatement. Vite et fort. En quelques jours à peine, elle a imposé une taxe douanière réciproque de 34% sur les produits américains. Et n'oublions pas, la Chine et les États-Unis sont des partenaires commerciaux colossaux. On parle d'une relation commerciale de 583 milliards de dollars. Les États-Unis exportent pour 143,5 milliards de dollars de biens vers la Chine et en importent vers 438 milliards en retour. Donc oui, c'est une véritable guerre commerciale entre géants. Et le Vietnam, en revanche, il s'est replié très rapidement. Plutôt que riposter, il a annoncé la suppression de toutes les barrières douanières avec les États-Unis. Leur argument, c'est le consommateur américain qui sera pénalisé. Car le Vietnam, ce n'est pas un simple exportateur, c'est une pièce maîtresse de la machine industrielle mondiale. Depuis des années, le pays attire des investissements étrangers grâce à des salaires bas et une main-d'œuvre jeune et croissante. Et aujourd'hui, c'est un véritable hub de production pour les marques comme Adidas, Lululemon ou Nike. D'ailleurs, la moitié des chaussures Nike sont fabriquées au Vietnam. Alors oui, ce n'est peut-être pas le meilleur pays à provoquer, surtout si vous tenez à vos baskets. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la cible préférée de Trump, l'Union européenne. Yeah, I think they've been freeloading. The European Union's been absolutely terrible to us on trade. Terrible. Les taxes douanières de l'UE se présentent en 3 jolis paquets. 25% sur l'aluminium et l'acier, 25% sur les importations de voitures, aïe pour l'Allemagne, et une taxe de 20% sur à peu près tout le reste. Et ce n'est pas un petit différend commercial. L'Union européenne fait beaucoup d'affaires avec les États-Unis. Et rien qu'en 2024, l'UE a exporté pour 531,6 milliards d'euros de biens vers l'Amérique, tout en important 333,4 milliards d'euros en retour, soit un excédent commercial de 198,2 milliards d'euros. En matière d'exportation, c'est l'Allemagne qui a le plus à perdre. Pourquoi ? Parce que les véhicules constituent le 2e plus grand secteur d'exportation de l'UE vers les États-Unis, représentant près de 10% de l'ensemble des exportations. Donc oui, cette taxe douanière de 25% sur les voitures, ce n'est pas juste une gifle, c'est un coup de poing au plein cœur de l'industrie allemande. Alors, comment l'Union européenne a-t-elle réagi jusqu'ici aux taxes douanières imposées par Trump ? Pour commencer, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déjà proposé aux États-Unis d'entamer des discussions en vue d'un accord de libre-échange. Mais la question demeure. Trump acceptera-t-il de s'engager ? Sinon, à ce stade, l'UE n'a réagi qu'au paquet numéro 1 de la première salve des taxes douanières. Bruxelles est déjà en train de rétablir jusqu'à 26 milliards d'euros en taxes sur tous les produits emblématiques américains. On parle ici du Bourbon, des jeans ou encore des motos Harley-Davidson, les suspects habituels. Mais qu'en est-il des paquets numéro 2 et 3 ? Pour l'instant, l'UE est encore en pleine négociation interne. Et c'est là que les choses se compliquent. Il n'y a pas encore de position commune. À l'extrémité du spectre, la France plaide pour une approche plus audacieuse. Le président Emmanuel Macron va même au-delà des taxes douanières,
en suggérant que les entreprises européennes suspendent leurs investissements aux États-Unis jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. À l'autre extrémité, des pays comme l'Irlande, qui envoient près d'un tiers de ses exportations de l'autre côté de l'Atlantique, appellent à une réponse mesurée et réfléchie. Et l'Italie, le troisième plus grand exportateur européen vers les États-Unis, va encore plus loin. Elle remet carrément en question l'idée même de riposte. Mais au final, la compétence en matière de politique commerciale revient à la Commission européenne. Les États membres n'ont pas de droit de veto. La décision finale appartient donc à Ursula von der Leyen et à son équipe à Bruxelles. 3 options se présentent à l'UE. Et la première, c'est ne rien faire. Dans ce scénario, l'Union européenne choisit de ne pas riposter et cherche plutôt à obtenir des exemptions ou une réduction des taxes douanières par la négociation. Elle pourrait aussi tenter d'atténuer le choc économique en jouant sur des leviers comme les taux d'intérêt ou la masse monétaire, des outils qu'on appelle la politique monétaire afin de maintenir une certaine stabilité économique. Ce chemin serait moins coûteux à court terme, mais à condition que la crise s'arrête là. Mais ce serait peu probable. L'administration Trump pourrait y voir un feu vert pour exiger encore plus de concessions. Deuxième option, une riposte ciblée et limitée. Cette approche s'inspirerait de la réponse précédente de l'UE face aux taxes de 25% sur l'acier et l'aluminium. Des mesures ciblées sur des États républicains ou des entreprises proches de l'administration Trump. Par exemple, l'UE pourrait imposer des taxes sur le soja en Louisiane, l'État du président de la Chambre, Mike Johnson, un allié clé de Trump au Congrès. Mais cette stratégie comporte des risques. Elle pourrait être interprétée comme un signe d'hésitation, ce qui redonnerait l'ascendant à Trump. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'UE a taxé le bourbon américain. Trump a répliqué en menaçant d'imposer des droits de douane de 200% sur les spiritueux européens. À terme, l'UE serait coincée. Soit reculer et revenir à l'option 1, ou alors monter un cran vers une véritable guerre commerciale, la troisième option. Option 3. Une guerre commerciale à grande échelle. Cela impliquerait une riposte large et proportionnée sur la plupart des importations américaines. Par exemple, l'UE pourrait imposer une taxe uniforme de 20%, comme l'a fait Washington. Oui, ce serait coûteux, mais l'UE pourrait déployer les mesures par étapes, laissant aux entreprises le temps de s'adapter. Le choc économique serait réel à court terme, mais le message serait clair. L'Europe ne plaisante pas. Et cette pression pourrait être exactement ce qu'il faut pour ramener les États-Unis à la table des négociations. Et voici l'élément crucial. L'UE détient une véritable arme stratégique. Elle pourrait frapper là où les États-Unis sont vulnérables, les services. Si l'Union européenne affiche un excédent commercial de 157 milliards d'euros en biens, elle enregistre aussi un déficit de 109 milliards dans les services, notamment les services numériques dominés par les entreprises américaines. La Commission européenne évite de citer des noms, mais la France, elle, n'a pas hésité. Dès le début, elle a proposé de viser des géants technologiques américains comme Apple, Google et Meta. Et enfin, l'outil juridique le plus puissant de l'UE, l'instrument anti-coercition. C'est un mécanisme récemment adopté, conçu pour réagir lorsque des gouvernements étrangers exercent des pressions économiques sur l'UE afin de la forcer à changer de politique. Grâce à lui, l'Union pourrait aller bien au-delà des simples taxes douanières. Elle pourrait, par exemple, retarder ou refuser les licences commerciales pour les entreprises américaines, bloquer l'accès au marché public européen, restreindre certains droits de propriété intellectuelle ou même interdire certains investissements américains en Europe. Ce ne serait pas simplement une riposte commerciale, mais bien une défense stratégique et coordonnée de la souveraineté européenne. Le scénario le plus probable se situera quelque part entre l'option 2 et l'option 3. Je peux très bien imaginer l'UE imposer des taxes douanières sur les voitures tout en exerçant une pression réglementaire sur les services numériques américaines, grâce à des instruments comme le Digital Markets Act, DMA, et le Digital Services Act, DSA. Ce ne sont pas des taxes douanières, mais ils sont tout aussi puissants. Le DMA vise à encadrer les grandes plateformes numériques, ces fameux gatekeepers, comme Google, Apple, Amazon ou Meta, en leur forçant à ouvrir leurs plateformes à la concurrence et à mettre fin à l'autopréférence. Le DSA, lui, rend les plateformes plus responsables du contenu qu'elles hébergent et plus transparentes sur l'utilisation des données. Ensemble, ces deux textes permettent à l'UE de resserrer la vie spécifiquement sur les géants du numérique américain, créant de véritables complications commerciales sans pour autant déclarer une guerre commerciale ouverte. Ensuite, je m'attends que l'UE présente une feuille de route claire, montrant comment la réponse pourrait s'intensifier si la situation ne s'améliore pas. Du moins, je l'espère. La pression stratégique doit faire partie du plan. Pour moi, on est en train d'entrer dans un bras de fer diplomatique
et une épreuve d'endurance politique. Est-ce que les dirigeants européens resteront unis assez longtemps pour faire pression, ou est-ce que certains finiront par rompre les rangs et chercheront des accords bilatéraux avec Trump? Et de l'autre côté, combien de temps avant que Trump soit contraint de faire marche arrière, poussé par une économie américaine en difficulté et des sondages qui s'effondrent? On voit déjà les premiers signes. Des manifestations dans tout le pays ce week-end. Et si la pression économique continue de monter, Trump pourrait ne plus avoir le choix. Il devra revenir à la table des négociations. Tout ce que je peux espérer, c'est que l'Union européenne réagisse et qu'elle le fasse avec force et unité. Pas avec des efforts dispersés ni des messages contradictoires, mais avec un front coordonné qui montre notre détermination. Et bien sûr, diversifions nos échanges. On doit renforcer nos partenariats commerciaux avec le Mercosur, l'Inde et le Canada, pour ne pas dépendre autant des États-Unis à l'avenir. Comme ça, la prochaine fois, ce genre de crise nous fera beaucoup moins mal. Mais qu'est-ce que l'UE devrait faire parmi ces 3 options? Êtes-vous d'accord avec mon option? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de l'Union européenne, regardez cette vidéo sur le fonctionnement d'une UE à 4 niveaux, avec de nouveaux membres comme le Canada et certains États de l'Afrique du Nord. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!